Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du fonctionnement des IA pour comprendre un concept absolument fondamental, la différence entre ce qu'on appelle l'entraînement et l'inférence. C'est une histoire qui se déroule en deux temps, à deux vitesses, avec des coûts qui n'ont rien à voir, et qui en fait explique quasiment tout sur cette technologie. Il y a quelque chose d'assez étrange, presque paradoxal, avec les IA comme ChatGPT. On pose une question, même une question bien complexe, et en l'espace de quelques secondes, une réponse super structurée apparaît. C'est tellement rapide que ça en devient presque magique. Mais derrière cette magie, il y a une réalité bien différente. Parce que si la réponse, elle, prend quelques secondes, eh bien la création du modèle qui est capable de faire ça, ça a pris des années de recherche et des centaines de millions de dollars en calcul. Le décalage est juste vertigineux. Alors comment est-ce possible? Comment une opération aussi rapide peut-elle dépendre d'un processus si lent et si cher? C'est exactement ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Alors, comment on résout ce paradoxe entre la vitesse et le coût? La clé, c'est de comprendre que la vie d'un modèle d'IA, en fait, ça se passe en deux grands chapitres, deux étapes qui sont radicalement différentes. Et pour bien saisir cette distinction fondamentale entre apprendre d'un côté et appliquer de l'autre, le mieux c'est de commencer avec une analogie que tout le monde peut comprendre. Imaginons que notre modèle d'IA, c'est un étudiant. La première phase, c'est l'école, c'est ça, l'entraînement. L'étudiant, il passe des années à lire des bibliothèques entières, à faire des exercices, à se tromper, à se corriger. C'est un processus qui est long, qui est difficile et très coûteux en énergie. Et puis à la deuxième phase, c'est l'examen. Ça, c'est l'inférence. Une fois que l'étudiant a son diplôme, il peut répondre à une question d'examen en quelques minutes. Pourquoi? Parce qu'il utilise tout ce qu'il a appris avant. La réponse est rapide, oui, mais elle est le fruit d'années d'efforts. Mais attention, c'est un point vraiment crucial. Cette image, elle a ses limites. Une IA, ça n'a ni conscience, ni compréhension au sens humain. Quand on dit qu'elle apprend, ce qu'elle fait en réalité, c'est ajuster des milliards de connexions mathématiques pour devenir excellente à un jeu bien précis. Prédire le mot le plus probable qui suit dans une phrase. Ce n'est pas de la compréhension du sens, c'est du calcul de probabilité à une échelle gigantesque. Bon, maintenant qu'on a l'intuition grâce à l'analogie, il est temps de soulever le capot. Allons voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur du modèle, d'un point de vue un peu plus technique. Pendant la phase d'entraînement, le modèle est exposé à une quantité de données absolument colossale. On parle de l'équivalent de tout Wikipédia, de millions de livres, d'articles, bref, une énorme partie d'Internet. C'est sa bibliothèque de travail. Et là, pendant des semaines, parfois même des mois, sur des milliers de superprocesseurs, le modèle va lire et relire tous ces textes. Et à chaque fois, il va ajuster de minuscules connexions internes, les fameux paramètres. Il essaye encore et encore de réduire son erreur de prédiction. C'est ce processus d'ajustement, lent et répétitif, qui consomme une énergie et une puissance de calcul absolument phénoménales. Donc, pour résumer, l'entraînement, c'est un processus qui se fait une seule fois, hors ligne, bien avant que le public puisse interagir avec le modèle. C'est un peu comme construire une usine, ça prend du temps et ça coûte une fortune. Et puis, une fois que l'usine est construite, vient l'inférence. On pose une question, par exemple, JFK est mort en... Le modèle, dont les paramètres sont maintenant fixés, ne bouge plus, il ne fait qu'une seule chose, un passage très rapide à travers son réseau pour calculer le mot suivant le plus probable. Mathématiquement, c'est une simple multiplication de matrices. C'est une opération très rapide. L'inférence, c'est donc l'utilisation du modèle en direct. C'est rapide, c'est léger et il n'y a plus aucun apprentissage. Le modèle ne fait qu'appliquer ce qu'il sait déjà. Pour reprendre notre analogie, c'est l'usine qui tourne et chaque produit fabriqué coûte très peu cher. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde l'échelle. Un modèle comme GPT-3, ça a 175 milliards de paramètres. 175 milliards, on comprend tout de suite mieux pourquoi ajuster 175 milliards de potentiomètres, ça prend un temps fou, alors qu'une fois qu'ils sont bien réglés, les utiliser pour un seul calcul, c'est quasi instantané. Ce tableau résume parfaitement cette dualité. D'un côté, on a l'entraînement. L'objectif, c'est d'apprendre. C'est un processus lent qui se fait sur des données massives avec un coût exorbitant et sur des supercalculateurs. Et de l'autre, l'inférence. L'objectif, c'est d'appliquer. C'est rapide, ça se fait sur une seule entrée, pour un coût minime, sur un serveur beaucoup plus simple. Ce système à deux vitesses est donc incroyablement efficace. Mais il faut être honnête, cette séparation très nette entre un entraînement très lent et une inférence très rapide, ça pose aujourd'hui d'énormes défis, que ce soit sur le plan technique ou économique. Le premier défi, bien sûr, c'est le coût de l'entraînement. On parle de centaines de millions de dollars et d'une consommation d'énergie qui est colossale. Et puis même si l'inférence est dite légère, la servir à des millions de personnes en même temps, c'est un vrai casse-tête d'ingénierie. C'est tout ce domaine qu'on appelle le MLOps, comment mettre ces modèles en production de manière fiable et efficace. Mais au-delà de la technique, cette dualité a des conséquences économiques et sociétales très profondes. Et ça soulève une question qui est essentielle. Au fond, qui possède l'IA?
Le coût prohibitif de la phase école, de la phase d'entraînement, crée une barrière à l'entrée qui est énorme. En pratique, seules quelques entreprises dans le monde, celles qui ont amassé des décennies de données et qui possèdent des infrastructures de calcul gigantesques, peuvent se permettre de créer ces modèles qu'on appelle fondamentaux. L'innovation de base est donc concentrée dans très peu de mains. Et ça nous amène à une dernière question, assez vertigineuse. Si la phase d'apprentissage la plus complexe, la plus coûteuse, est réservée à quelques acteurs seulement, alors que la phase d'application, elle, qui est rapide et bon marché, se démocratise, où est-ce que se situe la véritable intelligence? Est-ce qu'elle est dans le modèle lui-même, ce fruit d'un effort titanesque, ou est-ce qu'elle est dans les milliards d'applications que ce modèle rend possible? C'est une question qui sans doute va définir l'avenir de cette technologie. J'espère en tout cas que cette analyse vous a éclairé.